Session de formation de la journée avec M. Alouche sur la retraite complémentaire à la loupe. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. The last but not the least. Je suis Michael Alouche, donc je suis moniteur des ventes au sein de la mutuelle Carac, la première mutuelle d'épargne en France. Et le sujet que nous allons traiter, c'est la retraite complémentaire à la loupe. La retraite complémentaire est un champ qui est difficile à circonscrire. En effet, qu'entendons-nous par retraite complémentaire? Est-ce que nous parlons de la retraite complémentaire obligatoire ou bien alors d'épargne constituée à long terme? Donc pour déterminer la problématique, je vous propose dans un premier temps de définir la retraite complémentaire obligatoire. Je vous présenterai ses caractéristiques, mais aussi ses faiblesses. Ensuite, je vous présenterai l'approche conseil de la retraite, quel scénario pour la retraite, quels sont les besoins en revenus que l'on a durant les différentes étapes de la retraite. Et enfin, je vous parlerai de retraite supplémentaire. Donc, je vous parlerai de solutions d'épargne à titre individuel ou de solutions d'épargne à titre collectif. Donc, voilà le sommaire. Donc, la retraite complémentaire obligatoire, qui fait partie de notre système de retraite français. Le diagnostic retraite, donc l'approche conseil, et enfin la retraite supplémentaire. Alors, tout d'abord, quelle est l'organisation de la retraite en France? Donc, la retraite en France est composée de 3 piliers. Le premier pilier est constitué d'un socle commun, c'est-à-dire le régime de base, qui est un système en droit où la pension est calculée à partir d'un revenu moyen et d'une durée d'assurance. C'est complété par un régime complémentaire obligatoire, qui est un système par points. À savoir que ce régime complémentaire représente 33% de la pension que touche un salarié non cadre et que cela correspond à 50% de la pension que touche un salarié cadre. Donc vous voyez que c'est quand même un régime qui est important. C'est un régime qui est d'actualité puisque si vous avez lu la presse, il y a un article qui est paru dans les Échos ce matin qui traite de la question de l'équilibre financier des régimes complémentaires ARCO et AGIRC, qui dresse un état des lieux qui est alarmant puisque on apprend qu'en lisant cet article, en 2017, les réserves de l'ARCO et de l'AGIRC seront épuisées. Et enfin, les deuxième et troisième piliers du système de retraite français sont composés par les régimes supplémentaires, qui sont des régimes gérés par capitalisation, en sachant que ces régimes supplémentaires se décomposent entre épargne individuelle et épargne supplémentaire non légalement obligatoire, qui est souscrit souvent par le biais des entreprises. Un petit peu d'histoire. Lorsqu'on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a deux grandes étapes, deux grandes phases dans donc la constitution des régimes complémentaires, qu'ils soient par répartition ou par capitalisation. En 1924, c'est la création de la Caisse autonome de retraite des anciens combattants. En 1945, on n'oublie pas la création, l'instauration du régime général de base sécurité sociale. 1947, c'est la création du régime complémentaire AGIRC, donc la caisse obligatoire pour les cadres. En 1961, donc c'est la création de l'ARCO. En 1967, c'est la création du régime par capitalisation qui est réservé au personnel de la fonction publique, après fonds.
1972, c'est la généralisation de la retraite complémentaire à l'ensemble des salariés. Et 93, c'est l'année charnière. 93, l'équilibre des régimes par répartition est menacé. Et c'est le commencement d'une vague de réforme des systèmes de retraite gérés par répartition, et en particulier les régimes complémentaires. Donc 1993, la réforme Balladur, qui a passé la durée d'assurance de 37 années et demie à 40 annuités. En 1994, c'est la création de la loi Madelin, qui est réservée aux travailleurs non salariés et non agricoles, qui permet de déduire fiscalement les versements de leurs revenus imposables, de leurs bénéfices imposables. 2003, c'est la réforme Fillon, alors une réforme très importante dans le paysage de la retraite, puisque la réforme Fillon a modifié les règles de calcul de la pension, a allongé la durée de cotisation, et surtout a créé des systèmes de régime complémentaires par capitalisation, le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, donc une solution d'épargne individuelle, mais il a aussi créé le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif, qui est une solution d'épargne collective que l'entreprise peut souscrire au profit de ses salariés, et le PER, le plan d'épargne retraite entreprise, qui est une extension de l'article 83, qui est une épargne aussi collective. Ensuite, il y a une généralisation de la retraite complémentaire au profit de tous les travailleurs non salariés. Et enfin, donc, nous avons l'instauration du PERCO, qui a été mis en place en 2006, et enfin, l'instauration du PER, du plan d'épargne retraite entreprise, que la réforme Sarkozy a inauguré. Voilà, donc on constate qu'à partir de 1993, l'État favorise, le législateur favorise le développement de régimes supplémentaires gérés par capitalisation. Quelles sont les caractéristiques du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés? C'est un régime complémentaire au régime de base, évidemment. C'est un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations qui sont prélevées sur les salaires des travailleurs servent à payer les pensions des retraités. Ça a un caractère collectif et obligatoire, ça a un caractère solidaire aussi. Alors solidaire entre les générations, mais aussi solidaire au sein d'une même génération, parce que toutes les périodes d'inactivité telles que le chômage, la maladie ou la maternité, ou alors encore le service militaire, peuvent servir à cumuler des points retraite. C'est un système par points, donc on peut comme ça préserver l'équilibre financier du régime en maîtrisant l'évolution du point d'acquisition et du point de service de la rente. C'est enfin un système à cotisation définie et paritaire, parce que c'est un système qui est géré paritairement entre les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales. Alors, comment ça marche? La retraite par répartition, c'est du réchauffé, hein, je vais passer vite. Il y a donc des actifs qui cotisent pour les retraités. Quand les cotisations sont supérieures aux pensions, tout va bien, le régime est à l'équilibre. Lorsque les conditions économiques et démographiques se dégradent, eh bien, on constate des déséquilibres. Hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La croissance économique est nulle, le chômage augmente, les jeunes rentrent plus tard dans la vie professionnelle, dans la vie active. Il y a des plans de liquidation, donc il y a des salariés quinquagénaires qui se retrouvent au chômage, donc de moins en moins de cotisations, et au contraire, une espérance de vie qui s'allonge. Mon collègue vous l'a expliqué, vous l'a brillamment présenté. L'espérance de vie s'allongeant, c'est des prestations retraite qui sont de plus en plus importantes. Donc la balance est déséquilibrée, et on constate que les actifs, les jeunes actifs, sont de plus en plus chargés, et donc les régimes par répartition sont déséquilibrés. Le régime complémentaire ARCO, c'est très simple. Comment ça marche? C'est très simple. Des cotisations sont prélevées sur les salaires,
servent à cumuler des points, donc ces cotisations sont converties en fonction de la valeur d'acquisition du point. Nous cumulons des points qui, au moment du départ à la retraite, seront convertis en rente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un taux contractuel de 6% qui génère des points, alors qu'il y a un taux d'appel de 7,5%. C'est-à-dire que le taux de cotisation est majoré de 125%. La différence 1,5%, ça sert à équilibrer les régimes. Voilà. Alors, dans ces conditions, quel sera le montant de ma future retraite? Eh bien, on va s'appuyer sur l'expérience. L'expérience nous montre qu'aujourd'hui, un salarié de la fonction publique partira avec 75% de son dernier revenu. Et une profession libérale partira avec environ 35 à 40% de son dernier bénéfice. Vous voyez que les régimes se dégradant, aujourd'hui, on peut dire qu'un salarié cadre partira avec 55% de son dernier revenu. Et si on se projette en 2020, eh bien ce même salarié cadre partira avec 45% de son dernier revenu. D'où la nécessité de se préparer la retraite, de l'anticiper, de la travailler, je dirais même de la guérir. Quelle réponse apporte le législateur? Eh bien, il propose d'allonger la durée de cotisation, c'est la réforme Fillon, et la réforme Sarkozy, qui a reculé l'âge de départ légal à la retraite de 60 ans à 62 ans, et l'âge du taux plein de 65 ans à 67 ans. C'est des incitations à l'activité professionnelle des seniors. Comment ça se traduit? Ça se traduit grâce au dispositif cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, un salarié peut cumuler son salaire avec sa retraite, sans condition de ressources, à partir du moment où il a liquidé ses retraites des régimes obligatoires à taux plein. Donc aujourd'hui, un salarié peut cumuler son emploi et sa retraite sans condition de ressources. Et enfin, le législateur a voulu développer les systèmes de retraite par capitalisation, donc des solutions d'épargne individuelles et collectives dont on va parler. Pour poser le problème, il faut faire un petit rappel. En 1914, une personne de 65 ans avait une espérance de vie de 10 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, une femme, en 2011, a une espérance de vie de 87 ans. Elle a donc doublé entre 1914 et aujourd'hui. 63 ans, mon collègue vous l'a dit, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partira à la retraite, pour ceux qui veulent partir à taux plein alors qu'ils n'ont pas le nombre de trimestres validés, c'est 67 ans. Ça veut dire que certainement, il y a de grosses probabilités pour que l'on parte à la retraite avec des problèmes de santé. Ce qui veut dire que les dépenses de santé dans le budget d'un ménage vont augmenter. Je prends pour exemple le coût de la mutuelle. Ça va augmenter de toute façon en fonction de l'âge. La problématique, c'est la suivante. Est-ce que je dois privilégier la constitution d'un capital pour compléter ma retraite ou est-ce que je dois privilégier la constitution d'un revenu garanti à vie? La problématique, c'est que si j'opte pour la rente et si je décède avant l'âge statistique prévu par les tables de mortalité, eh bien c'est une mauvaise solution, puisque je n'aurai pas consommé la totalité du capital que j'aurais investi. A contrario, si j'opte pour la constitution d'un capital et que je décède au-delà de l'âge statistique prévu, eh bien là, c'est une mauvaise solution, puisque ce capital sera insuffisant pour compléter mes revenus durant mes 2 jours. Le problème étant posé,
une devinette à l'attention des forts en maths. D'après vous, en puisant 1 000 € chaque mois, dans un capital de 200 000 € placé à 3% l'an, au bout de combien de temps serez-vous à sec? Alors la réponse, c'est 22 ans. Et maintenant, si je vous pose la devinette pour un capital placé de 100 000 €, placé au même taux, selon vous, au bout de combien de temps serez-vous à sec? Au bout de 10 ans. Cet exemple illustre bien que, imaginons que on a construit un capital de 100 000 €, que je souhaite partir à 60 ans à la retraite. À 70 ans, j'aurai consommé mon capital. Or, on m'indique qu'à 60 ans, mon espérance de vie, c'est 82 ans pour un homme. À 70 ans, j'ai consommé mon capital. Comment est-ce que je fais pour compléter mes revenus, puisque mon capital aura été consommé? Alors, le départ à la retraite constitue le point clé de la réflexion de tout conseil en gestion de patrimoine. Il est caractérisé par une perte de revenus. Donc c'est un événement important dans la vie d'un travailleur. La bonne approche ne consiste pas à partir des revenus que l'on gagne aujourd'hui, mais plutôt des besoins en revenus que l'on aura durant les différentes étapes de la retraite. Conserver le même niveau de revenus n'est pas une fin en soi si on a achevé le remboursement d'un crédit immobilier ou si on n'a plus d'enfants en charge. Des besoins en revenus complémentaires et variés à la retraite. On l'a dit, les dépenses de santé vont augmenter, le coût de la mutuelle va augmenter. Je pars à la retraite, si je suis de profession libérale, par exemple, j'ai les impôts à payer, puisqu'ils sont calculés sur les derniers revenus d'activité. Si je suis salarié, j'ai besoin de faire face aux dépenses et aux charges fixes. J'ai envie de dépenser pour mes loisirs, j'ai du temps libre. J'ai aussi à faire face à des dépenses de santé imprévues, si on est dans la phase passive de la retraite. Donc, quel est le niveau de rente viagère souhaité pour subvenir à mes charges fixes, à mes dépenses incompressibles, telles que le logement, la nourriture, l'automobile, la mutuelle? Quel est le montant de rente temporaire souhaité pour faire face aux dépenses de loisirs, voyages, voiture de mes rêves? Et enfin, comment faire pour financer une éventuelle dépendance future? Comment faire pour conserver mon autonomie financière face à l'invalidité du troisième âge? Donc là, le schéma montre qu'il est nécessaire de se construire un revenu viager pour faire face aux dépenses incompressibles quotidiennes, que j'ai besoin aussi de me construire un revenu temporaire dans le temps, puisque mes dépenses de loisirs vont diminuer avec mon état de santé, évidemment. Et à partir de 79 ans, eh bien, il se peut que mon état de santé se détériore et je peux être confronté à la dépendance. La dépendance éventuelle, ça entraîne un surcoût financier très important et en moyenne, ça va durer 8 ans. Donc si ça dépend des régions, si vous prenez la région parisienne par exemple, le surcoût financier lié à une maison médicalisée spécialisée, c'est 3 000 € facilement par mois. Si vous êtes en province, ce sera plutôt 2 000 € par mois. Si vous prenez 2 000 € par mois, ça fait 24 000 € par an dont vous avez besoin pendant 8 ans. Donc si vous faites 24 000 € par an multiplié par 8 ans, vous avez besoin d'un capital disponible d'un montant de 196 000 €. Face à tous ces besoins en revenus complémentaires, quelles sont les solutions que je peux utiliser pour constituer mon complément de revenus à la retraite? Alors, il existe des solutions d'épargne
collective et des solutions d'épargne individuelles. Certaines offrent la possibilité de sortir en capital, d'autres la possibilité de sortir en rente viagère réversible ou pas. Certaines me permettent de déduire fiscalement les versements de mon revenu imposable, d'autres pas. Alors si on prend les solutions d'épargne collective, vous pouvez adhérer à travers votre entreprise, le salarié peut adhérer à travers son entreprise à un article 83 du Code général des impôts. C'est une garantie retraite dit à cotisation définie, puisque l'employeur définit un montant de cotisation qu'il applique à l'ensemble des bénéficiaires. Et l'article 39 du Code général des impôts, c'est ce qu'on appelle la retraite à prestation définie ou retraite chapeau, où là, l'entreprise s'engage sur un niveau de rente. La liquidation de ces deux garanties se fait obligatoirement sous forme de rente viagère, fiscalisée comme une pension de retraite, c'est-à-dire qu'elle sera déclarée et la pension, enfin plutôt la rente viagère, bénéficiera d'un abattement de 10%, comme toutes les pensions que vous déclarez, qui, soit dit au passage, vont être taxées de contribution nouvelle de 0,13% qui va certainement être doublée en 2014. Le plan d'épargne entreprise, donc là, permet la constitution d'un capital net d'impôt au bout de 5 ans. Le PERCO, que la réforme Fillon a créé, la liquidation peut se faire au choix, si le plan le prévoit, en capital ou en rente viagère. Le terme, c'est forcément la retraite, mais il existe des cas de sortie anticipée qui permettent de sortir avant le terme de la retraite. Le PER, le plan d'épargne retraite entreprise, c'est une extension de l'article 83 qui permet de verser à titre individuel sur un article 83 mis en place par l'entreprise, et les versements que j'effectue sur cette garantie plan d'épargne retraite entreprise sont déductibles de mon revenu imposable. Voilà pour le panel des solutions collectives. Si maintenant on analyse le panel des solutions individuelles, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Il y a 1400 milliards d'euros d'encours et je crois que c'est aux alentours de 140 milliards de cotisations collectées en 2011. Donc là, les cotisations versées ont subi l'impôt sur le revenu, mais en contrepartie, la liquidation peut se faire au choix, soit en capital, soit en rente viagère, fiscalisées comme des rentes viagères constituées à titre onéreux. Et l'avantage, c'est que si vous liquidez à partir de 70 ans, la rente viagère bénéficiera d'un abattement fiscal de 70%. Seul 30% de la rente sera fiscalisée, donc c'est un régime fiscalement intéressant au niveau des rentes. Le PERP, la loi Madelin ou le préfonds, PERP pour tous les salariés, donc au bénéfice de tous les salariés. La loi Madelin au bénéfice des travailleurs ou salariés non exploitants agricoles, et la préfonds au bénéfice du personnel de la fonction publique, sont des enveloppes fiscales intéressantes au niveau des versements, puisque les versements là, sont déductibles du revenu imposable. Après, il existe des assurances retraite réservées à certaines professions. C'est le cas de la retraite mutualiste du combattant qui est réservée aux anciens combattants et victimes de guerre. Donc la CARAC là, est leader sur le marché de la retraite mutualiste du combattant. Le PEA, c'est une enveloppe financière intéressante, puisque comme mon collègue l'a dit, au bout de 5 ans, les intérêts et les plus-values sont défiscalisés. Et c'est la possibilité aussi de sortir en capital, en capital ou sous forme de rente viagère totalement défiscalisée. Et enfin, l'immobilier défiscalisant ou non défiscalisant, qui permet de construire des revenus complémentaires sous forme de loyer. Un zoom sur la solution assurance vie. L'assurance vie, c'est la solution qui offre le plus de souplesse à la sortie, puisqu'on peut sortir soit sous forme de capital, soit sous forme de rachat partiel programmé, soit sous forme de rente viagère. La solution de sortie en capital est la moins adaptée aux épargnants proches de la retraite, car elle entraîne la perte des avantages fiscaux en termes de droits de succession et la perte aussi de l'antériorité fiscale. La sortie sous forme de rachat partiel programmé est plus intéressante, puisque en jouant sur l'abattement des 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, les retraits échappent à toute taxation au titre de l'IR et je garde mon capital disponible
et il sera transmissible dans les meilleures conditions en cas de décès. Donc que choisir? Des solutions qui offrent une sortie en capital ou des solutions qui offrent une sortie sous forme de rente viagère? Un tableau qui a été diffusé par le site internet capital.fr compare les rentes servies selon le placement souscrit. Alors, c'est assez complexe. Il y a 5 solutions de retraite. L'assurance vie, le PERP, le préfonds, le Madelin et le PERCO. Donc, il y a des opérations d'épargne individuelle et une opération d'épargne collective, le PERCO. Il y a des avantages fiscaux sur les versements concernant les garanties PERP, préfonds et Madelin, qui offrent la possibilité de déduire fiscalement le versement du revenu imposable. On en a tenu compte. Le capital constitutif est basé sur la base de versement régulier de 800 € par mois pendant 25 ans. On a intégré les avantages fiscaux dans le capital constitutif de la rente. Il y a des avantages au niveau de la rente viagère à la sortie, puisque l'assurance vie et le PERCO permettent de sortir une rente viagère fiscalisée comme une rente viagère constituée à titre onéreux, donc avec un abattement de 70% pour celui qui liquide à partir de 70 ans. Résultat des courses, alors selon qu'on sorte à 55, 62, 65 ou 70 ans, et selon sa situation fiscale, donc on a pris comme hypothèse que le crédit rentier est fiscalisé à 30% au niveau de l'impôt sur le revenu. On constate que le PERCO offre la meilleure rentabilité. 1384 €. Et ensuite vient l'assurance vie. L'assurance vie, c'est peut-être méconnu, mais vous offre la possibilité d'utiliser votre capital sous forme de rente viagère, donc de convertir votre capital sous forme de rente viagère, et c'est intéressant financièrement. Si maintenant le crédit rentier est taxé à la tranche inférieure à 14%, à la lecture du tableau, on se rend compte que là, c'est toujours le PERCO qui est le plus rentable. Et après, c'est les assurances individuelles telles que la loi Madelin et le PERP. Donc tout dépend de votre situation personnelle et de l'analyse de votre situation personnelle et patrimoniale. Je résume. Le système français de retraite, c'est 3 piliers. Le premier pilier, ça concerne les régimes obligatoires par répartition, régime de base et régime complémentaire. Le deuxième pilier concerne les régimes supplémentaires d'entreprise non légalement obligatoires. Vous allez me dire, il faut être salarié pour ça, et il faut que l'entreprise ait mis en place ce type de solution. Donc là, on va retrouver les contrats article 39, les contrats article 83, le PER et le PERCO sortis en rente. Le troisième pilier, c'est l'épargne retraite individuelle, comme le PERP, la loi Madelin, la préfonds, la retraite mutualisée du combattant ou d'autres solutions d'épargne individuelle. Si on s'arrête en 2011, on constate que les cotisations des particuliers sur les contrats d'assurance retraite représentent près de 4,2 milliards d'euros. C'est en progression de plus 6% par rapport à 2010. Il faut toujours comparer ces chiffres-là à l'assurance vie, qui reste toujours le placement préféré des Français, assurance vie qui a collecté près de 142 milliards d'euros. On voit que la loi Madelin se taille la part la plus importante du gâteau, puisque ça représente 24% des cotisations versées sur des contrats d'assurance retraite. En conclusion, la retraite supplémentaire ou complémentaire, ce n'est pas un choix qui doit s'effectuer, qui doit s'opérer entre la constitution d'un capital ou la constitution d'une rente, mais disons que plutôt ces deux solutions sont complémentaires. C'est la conjugaison de solutions d'épargne qui vous permettront de sortir sous forme de capital ou bien sous forme de rente viagère qui vous permettra de compléter au mieux vos retraites versées par les régimes obligatoires. On constate quand même
qu'il y a un certain engouement, puisque les provisions mathématiques ont été multipliées par 2,3 en 10 ans. Alors les provisions mathématiques, des contrats d'assurance retraite pure, on ne parle pas d'assurance vie. Ça représente 10% de l'ensemble des provisions mathématiques des contrats d'assurance vie. Et enfin, pour conclure, rappelez-vous qu'aucun produit isolé n'est miracle en lui-même. C'est dans une approche globale et personnalisée que se construit une retraite cohérente. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais prendre des questions s'il y a des questions dans la salle. Merci. Des questions dans la salle? Alors, quelles sont les différentes activités de la CARAC? Quel est le rôle de la CARAC? La CARAC, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme mutualiste, un organisme à but non lucratif. Nous sommes régis par le livre 2 du Code de la mutualité. Nous sommes la première mutuelle d'épargne en France. Nous gérons à peu près 9 milliards d'euros. Nous encaissons à peu près 450 millions de cotisations. Nous sommes leaders sur le marché de la retraite mutualiste du combattant et le Code de la mutualité nous oblige à redistribuer l'ensemble des excédents financiers que nous réalisons à l'ensemble de nos adhérents. C'est ce qui fait la différence avec un organisme bancaire, où là, l'organisme bancaire, lui, il a des actionnaires à rémunérer. Nous plaçons l'adhérent au cœur de notre activité. Est-ce que vous faites de la gestion de patrimoine? Est-ce qu'on fait de la gestion de patrimoine? Oui, en quelque sorte, puisque c'est la réglementation. Aujourd'hui, nous sommes un conseiller et est obligé de réaliser l'analyse de votre situation personnelle et donc l'analyse de votre situation patrimoniale pour bien maîtriser votre situation et vous conseiller au mieux de vos intérêts. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est-à-dire on peut s'adresser à vous quand on est déjà à la retraite et qu'on cherche des solutions pour avoir des revenus complémentaires? Oui, c'est notre métier, monsieur. Notre métier, c'est la retraite, c'est le placement et c'est la rente viagère. Nous sommes spécialisés sur du placement à long terme. Nous avons construit un savoir-faire en termes de gestion des rentes viagères. Donc tout ce qui est placement à long terme, épargne, individuelle, c'est notre métier. Et on est capable d'analyser votre situation, d'analyser, comme on l'a vu, vos besoins en revenus à la retraite et vous dire quelle est la solution la mieux adaptée à votre situation personnelle. Est-ce que vous devez privilégier des revenus temporaires pour faire les loisirs dont vous avez toujours rêvé? Est-ce que vous devez privilégier une rente viagère pour faire face à vos charges fixes incompressibles? Est-ce que vous devez financer un éventuel état de dépendance qui va entraîner un surcoût financier très important? Tout ça, c'est dans le cadre d'un échange avec le conseiller mutualiste qui analyse vos besoins, réalise l'analyse de votre situation personnelle et patrimoniale et vous proposera la solution la mieux en adéquation avec votre situation personnelle. Donc je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller mutualiste CARAC. Notre stand est juste derrière vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, mais je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon week-end.